Donc en 2026, le simple conseil faites du sport est insuffisant pour la santé publique. À quel moment l'activité physique cesse d'être bénéfique pour devenir une contrainte, voire même un facteur de dégradation de la santé? Il y a plusieurs types d'activités physiques. Il y a l'activité physique par nécessité, on va voir ce qui a trait au travail, ceux qui font les travaux manuels. Donc le sport devient nocif quand c'est une activité qui isole la personne qui pratique. Mais l'activité physique, quand elle est imposée, c'est-à-dire une personne qui est obligée de travailler manuellement, fournissant des efforts extrêmes, ou alors une personne qui est obligée de faire des activités physiques parce qu'elle a été stigmatisée en disant tu es trop grosse ou tu dois faire de l'activité physique, ou alors doit suivre d'autres personnes pour faire des activités physiques qui n'est pas adaptée à ses besoins, à ses conditions personnelles. Là, en ce moment, cela peut devenir nocif pour la personne. De plus en plus stressé au XXIe siècle, on nous répète souvent qu'une bonne santé repose sur 2 piliers essentiels: bouger et manger sainement. Mais est-ce vraiment suffisant? Selon l'OMS, la santé ne se limite pas à l'absence de maladie. Elle inclut un bien-être physique, mental et une vie vécue dans la dignité. Et pourtant, dans de nombreuses réalités à travers le monde, et notamment en Afrique, des millions de personnes bougent chaque jour, intensément, mais sans pour autant être en bonne santé. Parce que pour certaines populations, l'activité physique n'est pas un choix, c'est une contrainte, une nécessité ou parfois même une épreuve quotidienne. Alors, une question essentielle se pose aujourd'hui. Et si le véritable enjeu n'était pas simplement de bouger, mais de pouvoir le faire dans des conditions dignes et favorables au bien-être? À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, placée sous le thème Together for Health, Stand with Science, nous vous proposons d'explorer une nouvelle lecture de la santé à la croisée de la science, des réalités sociales et des inégalités encore invisibles. Pour nous aider à décrypter ces enjeux et à mieux comprendre ce que cela implique pour la santé mondiale, nous avons le plaisir aujourd'hui d'inviter le docteur Youssouf Keita, dont le travail s'inscrit au cœur de ses réflexions. Le docteur Keita est médecin, expert en nutrition et coordinateur pays du Global Financing Facility, autrement du GFF. Et il est également co-auteur d'une étude internationale sur l'activité physique intitulée Physical Activity for Public Health in the 21st Century. Docteur Keita, bonjour. Bonjour, Madame Niaré. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité de rendre les résultats de notre étude accessibles à un plus grand nombre et surtout au public malais. Votre récente étude sur la santé publique au XXIe siècle appelle à une reconceptualisation de l'activité physique. Donc, ma première question est la suivante. Pourquoi le message « Faites du sport » ne suffit-il plus en 2026? Merci pour cette question très pertinente. Avant de répondre à cette question, j'aimerais donner quelques précisions. Comme vous l'avez justement dit, je suis effectivement médecin spécialiste en nutrition et aussi en statistique, méthodologie et recherche biomédicale, travaillant actuellement comme coordinateur pays du mécanisme de financement mondial au sein de la Banque mondiale. Je dois préciser que ce podcast, cette interview est donné à titre strictement personnel. Tout ce que je dirai ici ou ne dirai pas d'ailleurs n'engagera aucunement la Banque mondiale, tout comme j'ai participé à cette équipe multi-pays internationale regroupant des chercheurs de nombreux universitaires à travers le monde, à titre personnel également. Donc, je tenais à faire cette précision que je donne cette interview vraiment strictement personnellement, sans que cela ait un lien avec
ma position actuelle au niveau de la Banque mondiale. D'accord. Et comme vous le dites, c'est une thématique extrêmement intéressante. Notre papier, comme on peut l'intituler en français, Activité physique et santé publique au XXIe siècle, est intervenu dans un contexte particulier. Comme nous le savons tous, avec plus de 5 millions de décès annuellement dus à la sédentarité, donc à l'inactivité, la sédentarité devient un enjeu public, un enjeu mondial de santé publique. Et nous savons aussi que l'activité physique non seulement est essentielle pour le contrôle, mais également la promotion de la prévention de l'obésité et aussi des maladies cardio-métaboliques. Des maladies cardio-métaboliques. Cette analyse et cette étude analyse selon une perspective d'équité les inégalités mondiales de pratique de l'activité physique à partir des données de l'OMS, des données STEP de l'OMS, qui est une enquête menée régulièrement par l'OMS dans différents pays. Cette étude porte donc sur ces données-là pour 68 pays à travers le monde. Elle synthétise les liens entre diverses pathologies et processus et propose un modèle pour mieux relever les défis actuels. Les résultats donc soulignent les écarts entre les genres, entre le statut socio-économique et dans la pratique de l'activité physique, de loisirs, de transport ou de travail. Je pense que vous avez touché à ce point-là, mais nous aurons l'opportunité de revenir amplement sur ces détails, ce que cela signifie. Donc en 2026, le simple conseil faites du sport est insuffisant pour la santé publique. Il confond l'activité et santé globale. Bouger ne suffit pas sans sommeil, sans alimentation ni gestion adéquate de stress. Il néglige également les facteurs environnementaux essentiels comme la sécurité, le temps libre, la qualité de l'alimentation. Il ne distingue pas entre l'activité volontaire et l'activité imposée, ce qui peut aggraver la santé sans récupération adéquate. Il omet également dose, qualité et repos, exposant au surménage et aux blessures. Il ignore l'aspect mental alors que l'activité doit soutenir le bien-être social, comme vous l'avez rappelé dans la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans cette étude, nous recommandons donc de considérer l'activité physique selon les conditions de vie et de l'adapter avec la dose, adapter la dose avec les récupérations. D'accord. Merci pour la réponse. Et est-ce qu'il serait possible d'être physiquement actif et pourtant en mauvaise santé globale? Absolument. À quel moment, à quel moment l'activité physique cesse d'être bénéfique pour devenir une contrainte, voire même un facteur de dégradation de la santé? C'est une question très pertinente et je pense que cela est encore plus d'actualité et plus pertinente pour un pays comme le Mali et surtout des habitants des grandes villes comme Bamako. On peut être physiquement actif tout en ayant une mauvaise santé globale, car l'activité physique ne compense pas des facteurs tels que le manque de sommeil, le stress, une mauvaise alimentation ou la maladie. Certaines personnes actives souffrent pourtant de mauvaise alimentation, de surménage, de fatigue persistante ou de douleur, ce qui dégrade leur état de santé. L'activité physique devient néfaste quand le stress total dépasse la capacité de récupération. La fatigue durable, blessures répétées, les troubles de sommeil ou baisse de performance, ou encore des infections répétées. Les causes incluent un volume, une intensité trop élevée, un manque de récupération, la sous-alimentation, la contrainte subie et des objectifs irréalistes ou des maladies non traitées. Il est également important de retenir que le sport est bénéfique quand il dynamise, mais il devient nocif quand il épuise ou blesse ou isole la personne qui le pratique. D'accord.
Donc le sport devient nocif quand c'est une activité qui isole la personne qui pratique. Absolument. Ça devient nocif quand c'est déjà imposé. Nous allons voir, j'ose l'espérer du moins, qu'il y a plusieurs types d'activités physiques. Il y a l'activité physique par nécessité, on va voir ce qui a trait au travail, ceux qui font les travaux manuels. Il y a activité physique par nécessité, toujours ceux qui se déplacent à pied parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de se déplacer à pied. Et il y a l'activité physique de loisir, ce qui est choisi par la personne elle-même de mener pour maintenir son état de santé et sa forme physique. Mais l'activité physique, quand elle est imposée, c'est-à-dire une personne qui est obligée de travailler manuellement, fournissant des efforts extrêmes, ou alors une personne qui est obligée de faire des activités physiques parce qu'elle a été stigmatisée en disant tu es trop grosse ou tu dois faire de l'activité physique, ou alors doit suivre d'autres personnes pour faire des activités physiques qui n'est pas adaptée à ses besoins, à ses conditions personnelles. Là, en ce moment, cela peut devenir nocif pour la personne. D'accord. Tout doit être adapté aux conditions de vie de la personne et à l'état de santé de la personne. D'accord. Et c'est là qu'on va arriver à la troisième question. Parce que votre étude met en lumière des inégalités profondes dans l'accès à une activité physique bénéfique. Est-ce qu'on doit parler aujourd'hui d'une nouvelle forme d'injustice en santé publique? Je dirais oui, et avant même de réaliser cette étude, c'est d'ailleurs l'une des raisons de ma contribution à cette étude. C'est un constat que j'ai personnellement effectué. Il y a encore une dizaine d'années, je me rappelle, je pouvais me lever le matin avant d'aller au bureau, faire du footing sur le terrain de foot à côté de la maison et prendre une douche et aller au bureau. Mais depuis quelques années, cela n'est plus possible parce que l'environnement ne s'y est plus. Il y a de la pollution, même le matin, la nuit. L'environnement est pollué à tout moment. Donc, les inégalités d'activité physique se résument surtout par des écarts selon le niveau socio-économique et les types d'activités également. Ceux-là qui ont accès à l'activité physique que je qualifierais de saine, entre guillemets, sont ceux-là qui peuvent se permettre d'aménager une salle de sport chez eux, ceux-là qui peuvent se permettre de s'inscrire à une salle de gym avec le coût et une adaptation en termes de temps déjà. Cela sous-entend que toutes les personnes ont besoin d'activité physique. Comme je l'ai dit, il faut que cela soit adapté aux conditions. Mais toutes les personnes n'ont pas accès au même type d'activité physique. L'activité physique de loisir, en ce moment, à Bamako, j'ai presque envie de dire que c'est un luxe. Il faut avoir de l'argent pour se payer une salle de gym. Il faut avoir le temps, disposer, gérer soi-même son calendrier pour pouvoir aller effectuer l'activité physique à sa convenance. Donc, rapidement, on peut catégoriser selon deux grands types. L'activité physique de loisir. Les personnes plus favorisées, ce sont souvent des personnes à revenus élevés, au niveau d'éducation élevé, et ce sont souvent plus les hommes que les femmes aussi, sont plus actifs. Ils ont un accès libre, comme je le disais tantôt, aux équipements, au cadre, mais aussi une possibilité de gérer leur temps. Mais il y a l'activité physique nécessaire, ce qui est le transport, une personne qui doit marcher entre ici et le goudron par exemple, ou se rendre au marché, faire ses courses. C'est pas une activité physique choisie, c'est une activité physique nécessaire. Il y a aussi les travaux, tout ce qui est travaux manuels, ceux qui fournissent les efforts, on peut mettre beaucoup d'ouvriers dans cette catégorie-là. Cette activité physique aussi, c'est nécessaire, c'est une activité physique subie et non choisie. Donc cela ne prend pas en compte le cadre, la sécurité et l'environnement. C'est précisément là qu'on parle d'inégalité. Absolument. Parce que ceux qui ont les moyens peuvent se permettre d'accéder à l'activité physique de loisir. Par contre, ceux qui n'en ont pas mènent ce qu'on appelle l'activité physique, au mieux l'activité physique subie ou l'activité physique nécessaire. Et dans certains cas, les gens n'ont même pas accès aussi à cette activité physique nécessaire pour plusieurs raisons et qui ne sont pas, on va dire, le sujet de cet entretien. D'accord. Et j'aimerais vous demander dans quelle mesure les recommandations globales actuelles, il s'agit
de faire du sport. Quand on va à l'hôpital, par exemple, ces gens qui ne sont pas favorisés, comme vous le dites, qui font des travaux manuels, quand ils sont malades et qu'ils vont à l'hôpital, est-ce que quand le médecin leur demande de faire du sport ou quand le médecin leur prescrit justement cette activité physique, dans quelle mesure, donc je disais, ces recommandations globales risquent de renforcer involontairement peut-être les inégalités entre pays et au sein des populations? C'est là où notre étude apporte, on va dire, une contribution parce que nous essayons de redéfinir l'activité physique en ajoutant la notion d'activité physique pour une santé complète. Définie comme une activité physique qui favorise une santé globale tout en excluant les pratiques réalisées dans des conditions dangereuses, souvent ou coercitives ou indignes, souvent liées aux inégalités sociales que je venais d'évoquer. C'est vrai que moi-même je suis médecin nutritionniste. Comme vous savez, l'activité physique fait partie de la nutrition également. Il est très commun et très facile de dire à quelqu'un il faut faire de l'activité physique, que la personne soit atteinte d'une maladie chronique non transmissible comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, surpoids, obésité. Il est vraiment très commun pour nous, médecins et nutritionnistes, de dire aux gens il faut faire de l'activité physique, tout en n'étant pas conscient des entraves, des difficultés qu'il y a, des barrières qui existent à l'accès à ces activités physiques. Comme je le disais tantôt, il y a énormément de choses qui doivent être faites pour rendre cette activité physique accessible sans culpabiliser les personnes. Parce que quand on dit à quelqu'un il faut faire de l'activité physique, je prenais mon exemple tout à l'heure, je sortais, je pouvais faire le sport parce qu'il y avait moins de pollution. Actuellement, ce n'est plus vraiment possible. Parce qu'en faisant de l'activité physique avec la pollution, on risque d'aggraver ou de se mettre dans une situation de stress chronique, ce qui n'est pas favorable. Donc, le côté injustice d'accès à l'activité physique actuellement, c'est que les politiques ne prennent pas en compte suffisamment les besoins de population. Quand nous prenons Bamako maintenant, il n'y a pas de pistes cyclables, à plus forte raison des pistes piétonnes. Donc tout le monde utilise les mêmes voies avec les conséquences et les dangers qui sont liés à ça, en termes de pollution, en termes de risques d'accidents qui arrivent tout le temps. Donc dire à quelqu'un de faire de l'activité physique sans pour autant que la personne ne dispose des moyens suffisants et du temps suffisant pour faire cette activité physique contribue plus à culpabiliser la personne qu'à aider la personne à pratiquer de l'activité physique. Je pense que le côté injustice pour moi se situe au niveau où les politiques doivent faire davantage pour aménager l'environnement, pour rendre les conditions plus praticables, pour rendre l'activité physique plus accessible aux personnes. Je pense que c'est là où les inégalités jouent un rôle énorme actuellement dans la pratique de l'activité physique. D'accord. Donc, Dr Keita, est-ce que cette recherche invite à replacer la dignité humaine au cœur des politiques de santé mondiale? Absolument. Je pense que notre étude fournit déjà des éléments pour argumenter de manière très solide, sans moraliser, mais en restant analytique. Dans nos résultats, l'idée de dignité humaine apparaît comme un fil conducteur à travers 3 constats. Le premier constat, c'est qu'une grande partie de l'activité physique mondiale est par nécessité, comme je le disais tantôt. Le travail, le transport actif, et parfois dans des conditions non sûres ou coercitives. Notre cadre nécessité versus choix, plus activité physique de sécurité, implique qu'une politique ne devrait pas seulement viser plus d'activité, mais des conditions dignes pour bouger, sécurité, contrôle, plaisir. Le deuxième constat, c'est que les recommandations universelles et les politiques actuelles pour les sports, ils risquent de favoriser ceux qui ont déjà le temps, l'infrastructure et la sécurité, ce qui pose un enjeu de dignité. Éviter que l'atteinte des normes dépende des privilégiés, ceux qui peuvent se l'offrir. Et le troisième constat, c'est qu'en rappelant la définition que vous avez mentionnée à l'entame de ce podcast de l'OMS, la santé comme bien-être complet, incluant la dignité,
nous légitimons que la finalité des politiques n'est pas seulement biomédicale, cardio-métabolique, mais aussi sociale. Et réduire l'activité physique non choisie et dangereuse et élargir l'accès à une activité sûre et agréable pour la population, d'une manière générale. D'accord. Et en quoi vos travaux s'inscrivent-ils dans les grandes priorités internationales actuelles, notamment dans l'approche One Health, qui cette année, One Health signifie santé, environnement, santé animale et humaine. Donc dans cette approche One Health et dans les objectifs de développement durable. Et je pense que ça, c'est l'une des raisons qui a médié ce travail, cette étude internationale, qui s'inscrit dans le cadre d'une série. D'ailleurs, un autre papier est l'un des 4 d'une série publiée à Nature Medicine. Cela s'inscrit dans les priorités internationales car elle considère l'activité physique comme un levier systémique pour la santé, l'équité et l'environnement en cohérence avec One Health et les objectifs de développement durable. En alignement avec One Health, l'approche One Health souligne l'interdépendance, comme vous l'avez rappelé, entre santé humaine, environnement et les systèmes sociaux environnementaux et intègre justice sociale et sécurité. Plusieurs ODD ont un lien direct avec les résultats de notre étude. L'ODD 3, par exemple, sans activité physique, mentale et sociale, santé complète. L'ODD 10, réduction des inégalités socio-économiques et de genre. L'objectif de développement durable 5, barrières spécifiques à l'inégalité femmes-hommes. L'objectif de développement durable 11 également, l'urbanisme favorable à la mobilité active. C'est ce que je disais tantôt, qu'il est absolument nécessaire, au lieu de inciter les gens de manière individuelle à pratiquer l'activité physique, de créer les conditions qui vont encourager les personnes qui vont susciter la pratique de l'activité physique. Nos résultats ont lié également avec l'objectif de développement durable 13, co-bénéfice santé-climat, via le transport actif. Et l'objectif de développement 8, la prise en compte des conditions de travail pour permettre, pourquoi pas, aménager l'espace de travail. Je sais que maintenant au bureau, tous les jeudis soirs, au moins une fois par semaine, il y a un coach qui vient, des personnels danse, et puis font de l'activité physique, mais ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et enfin, l'ODD 4, au rôle de l'éducation dans l'accès à l'activité physique. Donc, on peut résumer en disant que les politiques d'activité physique devraient viser des co-bénéfices santé, équité, environnement, au-delà du seul volume d'activité. Elles doivent également éviter les effets négatifs liés aux contraintes ou aux risques liés à l'activité physique, par exemple par nécessité, que ce soit le transport, que ce soit lié au travail. Donc la réponse est oui, nos résultats sont en droite ligne avec les priorités internationales actuelles et cela est encore plus vrai pour le Mali. Qui est un pays en voie de développement qui doit encore mettre en place tout ce qui est nécessaire dans les grandes villes pour inciter la population à pratiquer de l'activité physique en sécurité, dans la dignité et en toute confiance. Merci pour cette réponse. Alors, est-ce que les investissements actuels en santé publique prennent suffisamment en compte les conditions de vie ou est-ce qu'ils restent centrés sur les comportements individuels? C'est une très bonne question. Si nous prenons par exemple l'exemple de notre pays, je pense qu'il ne faut pas aller. C'est seulement l'un des constats déjà, c'est que les données, quand elles sont disponibles, elles ne sont pas généralement pour nos pays, pour des questions aussi spécifiques liées à l'activité physique, parce que les priorités sont telles que ce n'est pas là où on va mettre les ressources. Je me rappelle que quand on était dans le processus d'écriture de ce papier, j'avais proposé à l'équipe de regarder les choses non seulement
dans les grandes villes en Afrique, mais essayer de désagréger les données, par exemple, considérer les capitales régionales et le milieu rural, voir comment les choses se passent. Cette proposition partait du constat de mon propre constat, que ayant vécu longtemps, 6 années de manière discontinue dans un pays développé, où j'avais accès vraiment à toutes les commodités, les pistes pour faire du footing, pour marcher, tout était vraiment sur place sans dépenser un sou de plus pour pouvoir pratiquer de l'activité physique. Mais ce n'est pas vraiment le cas chez nous actuellement. Globalement, beaucoup d'investissements en santé publique restent trop centrés sur le comportement individuel. Bouger, manger, arrêter de fumer. Ça s'adresse aux individus. Alors que ces comportements sont en grande partie déterminés par des conditions de vie. Bouger, oui, je bouge comment? Est-ce que j'ai un terrain de foot? Est-ce que j'ai une piste sur laquelle je peux marcher en toute confiance sans avoir peur d'insécurité en termes d'être attaqué par exemple la nuit, sans avoir peur d'avoir un accident avec un motocycliste etc. Donc, bouger, oui, mais est-ce que les conditions sont là? Donc, c'est là, les investissements doivent s'intéresser davantage à l'amélioration des conditions pour que les gens puissent changer de comportement individuel. Et cela ne veut pas dire que les messages individuels ne sont pas utiles, mais ils sont insuffisants s'ils ne s'accompagnent pas de politiques qui rendent le bon choix réellement faisable. Quand on demande à quelqu'un de changer de comportement, on doit accompagner cette personne dans ce processus de changement de comportement en mettant à sa disposition les cadres qu'il faut pour arriver à ce changement de comportement. Pourquoi c'est un problème? On finit par responsabiliser les individus pour des choix contraints, insécurité, absence de trottoir, horaires, coûts, charges mentales, ce qui accroît la culpabilisation et les inégalités. Cela aussi, ce qui manque aussi plus souvent dans les investissements, c'est en amont dans l'urbanisation favorable à la marche, par exemple, au vélo, au transport actif, les espaces verts, la qualité de l'air qui peut aussi être améliorée en mettant en place des politiques. Le bon équilibre en 2026, combiner prévention clinique, dépistage, accompagnement des maladies chroniques, mais également prévention populationnelle, conditions de vie, messages simples, non culpabilisants. Je pense qu'on peut financer uniquement le changement de comportement. On ne peut pas financer uniquement le changement de comportement et espérer réduire les inégalités. Il faut financer aussi les conditions qui rendent les changements de comportement possibles au quotidien et dans la dignité. D'accord. Je pense que les investissements peuvent encore, d'une manière globale, quel que soit le pays, peuvent être faits de manière efficiente. Mais pour ce qui concerne des pays comme le Mali, je pense que tout est à faire actuellement. Quand on prend les cadres comme les grandes villes et le milieu rural, c'est généralement l'activité physique par nécessité, sans prendre les précautions nécessaires pour éviter les effets néfastes de cette pratique et les conséquences de la pollution et de l'insécurité. Et au Mali, c'est surtout un problème d'aménagement. Absolument. C'est un problème d'aménagement d'abord, et ensuite, comme je le disais, une fois que l'aménagement est là, c'est plus facile d'inciter les gens à faire de l'activité physique. Mais si on demande maintenant aux gens de faire de l'activité physique, je pense que les gens en sont conscients. Parce que quand on pratique de l'activité physique, on se sent plus léger, on se sent plus en forme, on se sent plus productif, on se sent plus joyeux. Et quand on ne fait pas de l'activité physique, on se sent nonchalant, fatigué, stressé, déprimé. Je pense que tout le monde est plus ou moins conscient de cela. Et on est même plus ouvert à manger sainement. Exactement. À commencer par nous-mêmes qui sommes en train d'avoir ce podcast. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait la masse telle que je le souhaitais. J'ai changé à de nombreuses reprises l'horaire, tôt le matin, le soir. La pollution est au rendez-vous, quelle que soit l'heure maintenant à laquelle on se lève. Et les conditions sont vraiment pas réunies. Je pense que l'un des points clés, un point de départ essentiel, serait on ne peut plus refaire Bamako. Bamako est déjà fait. C'est de prendre en compte dans la création de nouveaux quartiers, de nouvelles villes, l'urbanisation qui intègre effectivement ces besoins essentiels des populations. Cette phrase me plaît bien.
Et merci, Dr Keita. Nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast et je vais vous poser une dernière question. À l'heure où la Journée mondiale de la santé appelle à défendre la science, comment créer des conditions favorables pour une activité physique qui soit réellement bénéfique? Je pense que votre question est une question qui permet finalement de bien résumer tout ce qu'on vient de discuter depuis le début de cette interview. Je pense qu'il faut prendre plusieurs actions. Parce que la première serait d'agir sur l'environnement quotidien. Je pense qu'on vient de le dire, je ne vais pas revenir sur ça. Il faut rendre vraiment les rues que nous avons déjà éclairées. Il faut rendre déjà ces rues sûres, il faut rendre déjà ces rues praticables pour de l'activité physique. Ou sinon, il faut créer des espaces, pour ce qui concerne les cas particuliers du Mali, il faut créer des espaces on va dire, prix coûtant. J'entends par prix coûtant des espaces abordables pour, on va dire, les Bamakois moyens. Pas seulement les privilégiés, ceux qui ont les moyens d'investir des dizaines de milliers de francs CFA par mois dans l'activité physique. Et une autre chose qui doit être faite, c'est de réduire les inégalités de temps et de charge. Vous savez, ceux qui font l'activité, ceux qui sont actifs par nécessité, sont généralement les gens qui ne contrôlent pas leur agenda. Ils se lèvent le matin, ils doivent travailler, ils n'ont même pas souvent d'heures de descente ou d'heures de pause. Donc cela rend impossible l'activité physique de loisir. Alors que c'est ce type d'activité vers lequel il faut aller pour un bénéfice maximum sur la santé de la population. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de rendre l'offre accessible et culturellement pertinente. Bon, c'est vrai qu'on est dans un pays très riche en termes de culture et de diversité. Il y a certaines réalités aussi en faisant l'aménagement, en rendant les espaces disponibles. Il faut tenir compte de ces réalités-là. On est un pays musulman, on est un pays laïque plutôt, on est un pays en insécurité. Il y a plein de considérations qu'il faut intégrer pour que les uns et les autres puissent accéder à l'activité physique selon leur disponibilité, leurs besoins et leur cadre. Il faut aussi prioriser la dose qui protège la santé. L'idée, c'est pas de faire l'activité physique. En faisant l'activité physique, comme je dis, quand l'intensité dépasse la capacité de récupération, plutôt que d'être en forme, comme on le disait tout à l'heure, l'activité physique peut rendre celui qui la pratique malade. Ça peut fragiliser le système immunitaire, on peut se sentir malade. Personnellement, j'ai fait ces constats-là. Quand je bouge beaucoup, je travaille beaucoup et je fais de l'activité physique de manière régulière, je sens que mon immunité baisse, je commence à sentir que je ne me sens pas bien. Je laisse un temps de récupération, je vois que je recharge et je peux me remettre. Donc il faut aussi arriver à expliquer cela, à intégrer, pour que les gens intègrent la nécessité de doses, que ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la continuité, c'est la fréquence, c'est l'assiduité, c'est le long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on pratique un jour, une semaine, un mois et on laisse. Il faut le faire de manière régulière, mais en adaptant chaque fois à ses propres conditions. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est d'intégrer la santé au sens large. Sommeil, alimentation, hydratation, santé mentale, dépistage, que ce soit les maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'anémie, et accompagnement des personnes avec maladies chroniques également pour être sûr que les conséquences de l'activité physique ne va pas plutôt aggraver leur situation. Et enfin, c'est de mesurer le succès autrement. Moins de culpabilisation, plus d'adhésion durable. Le vrai levier de santé publique, ce n'est pas de dire aux gens de bouger, c'est de faire en sorte que bouger devienne l'option la plus simple, et la plus sûre et la plus soutenable pour la population. En tout cas, merci beaucoup. Donc, pour conclure tout ça, on va dire que le véritable enjeu du 21e siècle, c'est pas seulement de promouvoir l'activité physique, mais c'est aussi de garantir à chacun les conditions de vivre en bonne santé.
Absolument, je pense que vous avez bien résumé. C'est pas seulement de pratiquer l'activité physique, c'est de rendre l'activité physique par loisir accessible au plus grand nombre. Pas seulement l'activité physique suivie, mais par nécessité, mais l'activité physique par loisir, que les gens se sentent en confiance et accès aux commodités nécessaires pour bouger et pour être pour jouir d'un état de santé tel que défini par l'OMS complet. Merci beaucoup, Dr Keita. Merci pour votre présence aujourd'hui et pour la qualité de votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Merci. Merci.